Parfait. Alors, bonjour, et c'est un plaisir d'être avec vous et de vous parler, si vous voyez mon écran, de bon usage antibiotique. Donc voilà, bonjour. J'ai l'impression que ça partage. Donc moi, je suis Nathan Villers-Madja, je suis infectiologue à l'hôpital Bichat Claude Bernard. Je remercie déjà bien sûr le professeur Tadevin de m'avoir invité, ainsi que la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, la SAPI, l'ASPIF et le collège d'enseignants de maladies infectieuses et tropicales qui organise ces webinaires. J'ai peut-être croisé certains ou certaines d'entre vous la semaine dernière au webinaire sur l'organisation du bon usage antibiotique dans les pays à ressources limitées. Donc, il y a peut-être certaines choses dont vous aurez déjà entendu parler. Je m'en excuse par avance. Voilà, donc pour les personnes qui n'étaient pas là, je vais reprendre un peu des grandes thématiques du bon usage antibiotique. Donc, juste pour repréciser, même si vous savez que finalement, bon, on a un problème mondial avec la résistance antimicrobienne, qui est un enjeu majeur de santé publique. Et ça, je ne vais pas insister parce qu'en fait, je considère que c'est acquis, que la résistance est en train de progresser, que la résistance est à l'origine de multiples décès parce qu'il y a des patients qu'on n'arrive plus à traiter parce que leurs bactéries sont résistantes à tous les antibiotiques, ça c'est la première chose. Et puis, il y a des patients chez qui on doit utiliser des antibiotiques de seconde ligne qui sont plus toxiques à cause de la résistance. Donc, vous voyez qu'il y a en fait, on dit qu'il y a de la mortalité presque directe liée à la résistance antimicrobienne, et puis il y a une forme de mortalité indirecte, de prolongation d'hospitalisation, d'insuffisance rénale qui elles-mêmes aboutissent finalement à des gens peut-être voilà, qui avec un impact sur la mortalité, la morbidité. Donc ça, c'est important. Et donc, ayant placé le problématique de la résistance antimicrobienne clairement, ce qu'on peut se demander, nous, en tant qu'infectiologue, en tant que clinicien, on va dire, ou en tant que médecin ou microbiologiste, c'est comment on améliore ça. Eh bien, il y a plusieurs choses qui participent à la résistance antimicrobienne et c'est ce que cet article montre bien. Et parmi les choses qui à la fois participent beaucoup et où on est sûr que ça participe, donc là vous voyez sur le graphique que c'est la preuve de l'implication de la résistance antimicrobienne et la magnitude de la contribution à la résistance antimicrobienne, il y a deux choses qui sont évidentes et qui sont peut-être les leviers les plus importants, c'est la surutilisation, le mésusage de l'antibiotique chez l'homme et la surutilisation, le mésusage de l'antibiotique chez l'animal. Et donc ça, c'est le point d'intérêt là, du bon usage antibiotique, c'est de dire, une des choses qu'on peut faire contre la résistance antimicrobienne, c'est améliorer notre façon d'utiliser les antibiotiques, notre et les vétérinaires en général. Et également, dans cette optique One Health dont vous venez de parler, ça concerne aussi les vétérinaires, mais là, on va se concentrer, on va dire, sur l'utilisation en médecine humaine par les médecins. Le bon usage des antibiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle antimicrobial stewardship. Alors, attendez, pardon, il y a quelqu'un qui parle en parallèle. Alors, attendez, je vais essayer de couper. Ah, pardon. Super, merci, pardon. Donc ce qu'on appelle le bon usage des antibiotiques ou l'antimicrobial stewardship en anglais, c'est l'ensemble d'actions visant à promouvoir l'utilisation responsable des antimicrobiens. C'est une définition, il y en a plusieurs, mais globalement, c'est tout ce qu'on met en place pour mieux utiliser les antibiotiques. Donc, ça va être le topo là dont je vais parler. Et puis, pour vous dire, dans ce domaine des bons usages antibiotiques, il faut d'emblée comprendre, et ça c'est vraiment important, j'insiste là-dessus, qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension clinique à l'échelle du patient et il y a une dimension stratégique sur comment on fait en sorte que les gens utilisent mieux les antibiotiques. Et ça, comprenez bien, c'est un point crucial du domaine du bon usage antibiotique, c'est de dire c'est à la fois savoir bien traiter un patient, c'est le bon diagnostic, le bon antibiotique pour la bonne durée, la bonne dose. Donc ça, c'est vraiment de la compétence clinique. Et puis, il y a de la dimension collective ou stratégique où on organise dans son hôpital, dans son service, dans son pays, les conditions qui permettent que les médecins utilisent mieux les antibiotiques. Donc voilà, il faut voir que la bonne usage antibiotique, ça fait appel à ça marche sur deux jambes. Il y a une jambe bien traiter un patient, et ça il faut le savoir pour travailler sur la seconde jambe qui est de bien organiser l'utilisation des antibiotiques à une échelle supérieure. Donc c'est voilà, ces deux échelles, patient et collectif, qui sont vraiment quelque chose de très important. Et là, je vais d'abord vous parler de l'aspect stratégique, comment organiser le bon usage antibiotique. Et ensuite, on discutera un peu de cet aspect clinique qui est tout aussi important. Et donc, en tout cas, ce webinaire, peut-être vous aurez l'occasion d'y assister si on le refera, s'adressait justement à cette dimension stratégique. Et dans le bon usage antibiotique, il y a un certain nombre d'interventions qui peuvent
essayer d'améliorer l'utilisation d'antibiotiques. Ces interventions, il y a cette revue qui est centrale pour nous, qui dit il y a des interventions persuasives, et on essaye de persuader les gens par de la formation, ce qu'on fait aujourd'hui par exemple, par le fait de convaincre des leaders d'opinion, par le fait de travailler sur quelque chose de persuasif. Il y a des choses plus restrictives. Donc on a vu, il y a des interventions qui consistent par exemple à faire en sorte que les gens ne puissent pas utiliser de carapénème, sauf en faisant une demande particulière. Ou alors que finalement les pharmacies bloquent la prescription de certains antibiotiques qui ne sont pas appropriés. Donc ça, c'est plus coercitif. Et puis, il y a des interventions, et moi je me suis particulièrement intéressé à ça, qui sont dites structurelles. Il y a des interventions de fond sur l'organisation de la médecine qui ont un pouvoir potentiel de changer les choses. Et dans ces interventions structurelles, il y a par exemple passer du dossier papier au dossier informatique, ce qui a des avantages et des inconvénients, hein, on en convient, mais ça peut changer un peu les choses. Il y a par exemple se faire aider d'aide à la décision, donc ça on en parlera un peu. Et puis il y a par exemple quelque chose de structurel, c'est améliorer les outils diagnostiques. Par exemple, avoir des tests rapides, savoir si c'est une bactérie ou un virus. Voilà, donc c'est important de savoir s'il y a cette nature d'intervention. Je ne vais pas toutes les détailler, mais je vais vous donner, moi l'idée c'est de donner un peu des grands cadres pour ensuite approfondir, parce qu'on peut parler du bon usage antibiotique pendant des jours, hein, mais quelques éléments cruciaux, peut-être pour une intervention sur le bon usage antibiotique. La première chose, et ça rejoint un peu cette optique de One Health, c'est que si vous voulez lutter contre la résistance antimicrobienne à l'hôpital, il y a certes le bon usage antibiotique, mais je dirais qu'il y a trois grands piliers à l'hôpital, et ce qu'on ne peut pas dissocier. C'est la prévention du risque infectieux. Ça serait, à mon avis, pas stratégique de travailler sur la prescription d'antibiotiques sans prévenir les infections. Parce que la meilleure façon d'éviter l'utilisation d'antibiotiques, c'est d'éviter les infections. Donc c'est tout ce qui a trait au lavage des mains, tout ce qui a trait à la vaccination. C'est essentiel pour améliorer l'usage des antibiotiques. Et puis il y a la microbiologie et le diagnostic. Voilà, il y a trois piliers. Après, on pourrait dire il y en a plus, il y en a moins, mais voilà, j'ai une façon de penser que toujours le bon usage doit s'inscrire en collaboration avec les aspects de prescription, les aspects de vie, les aspects de prévention. La deuxième chose, et là j'ai mis une photo qui va parler auprès d'un certain nombre d'entre vous, c'est l'importance de la formation. La formation, c'est le cœur, aussi bien la formation clinique que la formation stratégique ou collective, du bon usage antibiotique. Et là, je vous mets une photo d'un DU qui a lieu depuis un certain nombre d'années en Afrique subsaharienne, à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, où on est intervenu avec différentes personnes interviennent régulièrement. Et ce DU, il vise à former les gens, surtout sur la dimension clinique, c'est-à-dire de bien que les gens soient à même de bien prescrire des antibiotiques pour le bon diagnostic et ensuite d'en parler aux autres. Et donc d'être des leaders d'infectiologie, on va dire, dans leurs hôpitaux sur le bon usage antibiotique. Un autre point qui va avec ça, c'est qu'on ne travaillera pas seul sur le domaine et ça rejoint à nouveau le One Health, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Là, je vous mets une photo de danse, bon, on pourrait trouver d'autres choses, mais on est les infectiologues une chose là-dedans. Mais il faut avoir des microbiologistes, et peut-être certains d'entre vous sont microbiologistes, des épidémiologistes, il faut les pharmaciens, il faut les gens qui travaillent sur la prévention du risque infectieux, par exemple les équipes d'hygiène hospitalière, évidemment les infirmiers, les vétérinaires pour travailler sur l'aspect animal, les anesthésistes parce qu'ils prescrivent l'anesthésie, l'antibioprophylaxie périopératoire, préopératoire, et donc il faut travailler avec eux, mais aussi d'autres, les patients évidemment, des gens qui travaillent sur la sociologie ou l'anthropologie, donc c'est un travail d'équipe. Et l'autre chose, ça c'est important pour vous si vous lancez un jour dans des programmes d'intervention sur le bon usage antibiotique, c'est que ça marchera pas. Il n'y a pas une seule chose qui va marcher radicalement. Vous n'allez pas dire en fait je vais faire ça et les gens vont se mettre à bien utiliser les antibiotiques. Ça, c'est ce qu'on espère, mais ça marche pas comme ça. C'est une combinaison d'interventions, plusieurs choses à la fois qui vont pouvoir améliorer les choses. Donc voilà, je dirais ce paradigme de l'intervention miracle radicale, il est révolu. Et maintenant, c'est une intervention multimodale. Il faut jouer à plusieurs niveaux pour espérer avoir un effet. Voilà. L'autre point qui est essentiel, si vous vous intéressez à ce bon usage antibiotique, c'est la nécessité de prendre en compte le contexte. Et là, c'est vraiment important, parce que c'est pour ça, finalement, que cette formation, on l'a fait plusieurs fois dans différents contextes, parce qu'en fait, travailler sur l'amélioration de la prescription antibiotique en France, aux États-Unis, en Inde, en Afrique, au Bénin, n'importe où dans le monde, c'est très différent. Parce qu'en fait, les gens ils travaillent différemment, qu'il y a une culture médicale différente, qu'il y a des hôpitaux différents, qu'il y a des moyens financiers, diagnostiques, qu'il y a des patients différents. Et le bon usage antibiotique, c'est un exemple où si on ne s'adapte pas à tout ça, si on essaye de faire quelque chose qui est pareil partout, ça ne marche pas. Parce que c'est une décision trop complexe, ça fait intervenir trop d'acteurs, la prescription d'antibiotiques, pour que une mesure qui marche quelque part marche automatiquement ailleurs. Donc, il faut vraiment s'adapter au contexte. Alors, il y a des choses qui vous aident à ça, c'est des cadres théoriques qui permettent de dire voilà comment on s'adapte. Mais tout ça, on peut utiliser différents cadres, hein,
mais l'important, c'est de faire du sur-mesure pour le bon usage antibiotique. Voilà. Donc il n'y a pas de vêtement qui va à tout le monde sur le plan du bon usage antibiotique et puis en médecine de façon générale. Hein. Plus on arrivera à s'adapter à votre hôpital, votre pays, votre structure de santé, plus ça sera efficace. L'autre chose que je veux dire, c'est que si vous lancez là-dedans, et moi je vous encourage à essayer d'améliorer l'utilisation des antibiotiques, c'est qu'il faut pour les raisons que je vous donnais avant, mettre en place une étape d'analyse préalable. C'est-à-dire que trop souvent, les gens billes en tête se disent, moi, mon idée, c'est de mettre ça en place, ça va marcher, je vais faire ça. En fait, c'est peut-être plus pertinent de d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire d'essayer, par exemple, de s'entourer d'un groupe de travail qui est motivé par la thématique. Donc, je dirais, si vous commenciez demain dans votre hôpital, ne commencez pas seul. Peut-être entourez-vous d'autres gens intéressés, discutez avec ces autres gens et essayez de voir qu'est-ce qu'on va prioritaire. Et là, il y a un concept qui est important, c'est celui du fruit le plus bas sur l'arbre. Et ça, c'est un concept important, c'est de dire, finalement, si vous cherchez un fruit sur un arbre fruitier, est-ce que vous allez d'emblée prendre une échelle pour aller tout en haut de l'arbre, prendre le fruit le plus compliqué, ou vous allez tendre le bras et prendre le fruit qui est à portée de main? Logiquement, vous allez prendre le fruit qui est à portée de main sur l'arbre fruitier. Et c'est pareil avec l'antibiothérapie, il y a des choses qui sont facilement à portée de main. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à aller atteindre. Donc, par exemple, facilement à portée de main, parfois, ça dépend des hôpitaux. Parfois, l'antibioprophylaxie au bloc, des petites mesures peuvent changer la chose. Par exemple, si on dit l'antibioprophylaxie au bloc, elle sort pas du bloc et on le fait juste au bloc et l'antibiotique, il n'est pas continué, on peut agir rapidement dans des structures où cette antibioprophylaxie, pardon, elle était laissée plusieurs jours. Nous, on a travaillé, un exemple, on a travaillé dans un hôpital où ça, c'était le problème principal. Et ça, c'est relativement facile parce que c'est des interventions où on peut jouer assez facilement. Si par exemple vous vous intéressez à la prescription d'antibiotiques en réanimation et que vous allez travailler avec des réanimateurs sur des antibiothérapies d'infection complexes pour essayer de diminuer la durée ou changer le spectre, ça va être plus dur. Voilà. Donc il y a des choses comme ça, il faut essayer de trouver les interventions les plus simples en premier. Ensuite, discuter avec les gens qui sont impliqués. Ça, c'est pareil, ça va pas marcher. Si vous allez voir des chirurgiens et vous dites, voilà, moi, je suis infectiologue, il faut faire comme ça. Ça va pas marcher. Il faut leur demander, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de mieux là-dessus? C'est une forme de diplomatie, de discussion, etc. Et il faut analyser, dans cette étape, là, c'est un exemple, là, voilà, moi, j'ai écrit ça, là, mais il y a d'autres façons de voir les choses, hein, mais il faut analyser qu'est-ce qui va être sur votre chemin comme obstacle et sur qui vous appuyez pour faciliter les choses. Et il faut construire éventuellement des stratégies pour surmonter ces obstacles. Donc ça, c'est un peu la vue la plus complexe. Je ne dis pas de faire ça à toutes les étapes ou quoi, mais en tout cas de prendre un vrai temps d'analyse, de voir avec qui travailler, sur quelle thématique, sur quoi, avant de vous lancer, sans faire ça. Voilà. Et après, sachant que vous n'êtes pas les premiers, on n'est pas les premiers à s'intéresser à ça, et donc vous pouvez vous appuyer sur une littérature qui existe, qui dit, voilà, pour l'usage des antibiotiques, certaines stratégies semblent plus pertinentes que d'autres. Par exemple, là, je vous montre, mais c'est pas pour retenir, c'est pour vous donner un exemple. Il y a des gens qui s'intéressent aux interventions en santé et qui ont défini 73 types d'interventions en santé, 73 façons d'intervenir en santé, et c'est applicable au bon usage. Ils disent, et même ils divisent ça, ils travaillent là-dessus, ils disent, vous pouvez jouer sur les patients, là ils disent consume, c'est sur les patients, vous pouvez essayer de travailler auprès des patients pour qu'ils arrêtent ou ils demandent plus d'antibiotiques. Vous pouvez travailler avec inciter financièrement les prescripteurs. Vous pouvez former, la formation, ça fait partie de ça. Vous pouvez essayer de changer l'infrastructure, comme je vous dis, d'intégrer un outil à la décision. Donc, il y a plusieurs stratégies possibles. Juste pour vous donner un ou deux exemples concrets pour que ça vous parle, une des stratégies qui est utilisée souvent dans des contextes un peu à ressources limitées, c'est l'audit et le feedback. Et, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu de Point Prevalence Study. C'est une forme d'audit, c'est essayer de voir à un moment donné combien de patients ont des antibiotiques, par exemple, d'analyser une pratique le plus simplement possible, et puis de regarder cette pratique et sur ce point-là, on est bon ou pas, très simplement. C'est ça, audit and feedback, c'est auditer quelque chose, faire l'état des lieux, et feedback, c'est le retour disant là, vous êtes bon ou pas. Et donc ça, c'est un type d'intervention en antibiothérapie et on communique les résultats de cette comparaison. Il y a toute une littérature là-dessus. Et juste pour vous donner cet exemple dont je parlais tout à l'heure, on avait été faire ça vraiment là-dessus en Inde avec des collègues anglais. On l'a fait dans d'autres contextes, dans un cadre de recherche. Et en fait, on avait vu très simplement deux choses qui nous ont semblé être des fruits faciles à collecter. La première, c'est que dans cet hôpital où on a travaillé, personne ne savait pourquoi un patient donné avait des antibiotiques. C'est-à-dire que l'indication des antibiotiques était manquante. On ne savait pas pourquoi les gens avaient des antibiotiques.
Et donc, quand on ne sait pas pourquoi les gens ont des antibiotiques et qu'on vient regarder un dossier, bah, c'est difficile de les arrêter. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé, mais vous avez quelqu'un qui est sous tel antibiotique, personne ne sait pourquoi. Bah, en fait, ce que font les gens, c'est de continuer parce qu'ils ne savent pas s'il faut arrêter ou pas. La deuxième chose, c'est que la prophylaxie au bloc, elle était continuée. Parce que pourquoi elle était continuée? C'est un peu simpliste, mais les anesthésistes, ils disaient que c'était aux médecins de réanimation d'arrêter, les réanimateurs, ils disaient que c'était aux anesthésistes, les chirurgiens, ils disaient que c'était pas à eux, et donc personne ne pensait que c'était à eux d'arrêter la prophylaxie, donc elle était continuée. Et donc on a dit, bah, peut-être ce qui est facile, c'est de travailler là-dessus, déjà de mettre en place une feuille où quand on prescrit des antibiotiques, on est obligé de mettre l'indication pour avoir l'antibiotique. Et la deuxième chose, c'est sur l'antibioprophylaxie, on a dit en fait, cet antibiotique, la feuille sur laquelle on prescrit l'antibioprophylaxie, elle reste au bloc, cette feuille. Elle ne sort pas du bloc. Comme ça, si elle ne sort pas du bloc, bah, elle ne peut pas être réutilisée pour prescrire tous les jours pendant 3 jours si personne ne revient dessus. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et en fait, on a essayé de travailler là-dessus et de le mesurer. Ce qu'il y a également, et j'aimerais bien vous prendre quelques secondes pour vous parler de ça, c'est des interventions structurelles, comme je vous disais, et les outils de la décision. Parce que c'est quelque chose aussi qui est adapté pour les pays à ressources limitées. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on peut avoir un outil de la décision sur son téléphone, sur Internet, etc., dès qu'on a une connexion. Et donc, on dit, bah, on peut avoir des ressources limitées pour différentes raisons et pouvoir quand même utiliser ces outils. Et juste, je vais vous faire un petit aparté là-dessus parce que c'est un de mes sujets d'intérêt. Il y a plusieurs types d'outils pour aider à l'antibiothérapie. Il y a ce qu'on appelle des systèmes experts, il y a l'apprentissage automatique et il y a maintenant l'intelligence artificielle générative. Bon, on va pas rentrer un peu dans le détail technique, mais je vous en parle parce qu'en fait, on en utilise tous des systèmes experts ou des outils d'intelligence artificielle générative. Juste pour le bon usage antibiotique, je vais vous prendre un exemple que je connais, c'est celui d'un système expert simple. Qu'est-ce que c'est un système expert? En fait, c'est juste un outil où on a pris les recommandations ou des avis d'experts, on a traduit ça en règles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, on a pris vos recommandations concernant les pneumonies ou les infections urinaires, on a traduit ça en disant, bah, si parce que quelqu'un a une pyélonéphrite et que c'est une femme enceinte et qu'elle n'a pas d'insuffisance rénale, on va mettre tel antibiotique. Si la personne a une pyélonéphrite et qu'elle est en réanimation, on va mettre cet antibiotique. Donc, on prend les recommandations, on les fait sous les formes d'arbres décisionnels. Si vous voyez ce que c'est un arbre décisionnel. Et en fait, on traduit ça en langage informatique. Ce que ça donne, c'est un outil, peut-être vous y avez déjà accédé ou pas, qui s'appelle Antibiotique pour le soin primaire. Hein, c'est pas pour des infections hospitalières. On sélectionne le type d'infection qu'on a. Par exemple, là, poumon. On répond à quelques questions qui sont ciblées qui sont relatives à la situation. Donc, si on sélectionne pneumonie, il va demander si c'est un adulte, c'est un enfant. Quel est l'âge de la personne? Est-ce qu'elle a des facteurs de risque de mortalité ou pas, c'est-à-dire des grosses comorbidités, etc., selon les recours. Et puis, ils vont dire, recommandation personnalisée. D'ailleurs, maintenant, il faut que je change cette diapo parce que c'est pas pendant 7 jours, et je vais le faire là pour bien que vous reteniez, mais c'est maintenant, hop, c'est pendant 3 jours. Les recommandations, si on atteint les critères de stabilité. Donc ça a changé, donc j'en profite pour changer mon diaporama. Mais toujours est-il que, en fait, en fonction de l'arbre décisionnel et des mises à jour des recommandations, on vous donne la réponse qui est personnalisée pour votre patient. Ça, c'est un système expert. Et tout ça pour que ce système expert, cet exemple, est utilisé par des milliers de médecins tous les jours en France. Et nous, on a travaillé avec des collègues, et notamment du Burkina Faso, mais aussi d'autres pays. Il y avait Côte d'Ivoire, beaucoup Côte d'Ivoire, le professeur Armel Poda, docteur Akpovo, et puis professeur Tanon en Côte d'Ivoire, professeur Ouedraogo en Burkina Faso, sur comment on adapte cet outil au contexte de l'Afrique de l'Ouest. Notamment en se disant, on ne peut pas dupliquer un outil existant, ça n'est pas pertinent, il faut qu'on s'adapte. Et donc, on a fait toute une étude, ce que je vous disais un peu avant, pour essayer de voir comment on adapte l'outil. Et donc, on a fait tout un plan, une stratégie intégrée pour l'adapter, le modifier, le co-designer en lien avec des collègues d'Afrique de l'Ouest. Et donc, on a fait 2 travaux là-dessus qualitatifs, où on a dit, il faut qu'on prenne les recommandations locales, il faut qu'on le fasse avec les gens qui sont impliqués, c'est-à-dire les prescripteurs d'antibiotiques en Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on le mette sur un téléphone mobile parce que c'est là que les gens vont l'utiliser avec un mode offline, hors ligne, pour qu'on puisse l'utiliser sans Internet pour les problèmes d'accès à l'Internet. Il faut qu'on puisse à la fois le travailler pour une prescription hospitalière ou dispensaire, etc. Voilà, on a essayé de travailler. Alors, on n'a pas abouti à quelque chose de parfait, mais dans le cadre d'un partenariat avec la SAPI, avec le laboratoire de recherche avec lequel je travaille, avec la SPILF, avec l'Agence nationale de recherche sur le sida, l'hépatite et les maladies infectieuses émergentes, vous en avez parlé un peu, la NRS, maladies infectieuses émergentes, PAXI en Côte d'Ivoire, un certain nombre de pays, on a pu développer cet outil qui s'appelle Antibiotique Afrique, qui est en fait, on est parti d'Antibiotique, on l'a beaucoup modifié,
pour aboutir à Antibiotiques Afrique, qui répond à un certain nombre, en tout cas, peut-être de vos besoins ou pas. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est un outil un peu pilote pour réfléchir, mais c'est pas forcément un outil à utiliser au jour le jour pour traiter les patients. Allez, une seconde, j'arrive. Ah non, j'avais l'impression que quelqu'un essaie de rentrer. Voilà. OK. Et donc, on a créé ce site web et on a aussi créé une application smartphone qui actuellement marche sur l'Apple Store et marche pas sur Android pour une raison qui a trait à Google, qui nous la bloque régulièrement et donc il faut demander de la remettre. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont remise, mais tous les quelques mois, je suis obligé de me rebattre avec Google pour qu'ils laissent l'application sur Android et Google Play. Voilà, donc c'est un exemple, comme je vous dis, pas utilisé parce que pas adapté forcément à vos recommandations selon où vous travaillez, mais c'est surtout pour amener à penser qu'on peut créer ce genre d'outils localement aussi, s'il y a la volonté, s'il y a du temps. Ça, c'est les systèmes experts. Et donc, Antibiotiques Afrique, bah, c'est cette application où vous choisissez et le patient, les réponses et tout. Et c'est adapté plutôt sur les recommandations Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Mais on a aussi ajouté des pathologies qui ne sont pas sur antibiotiques. Le paludisme, le tétanos, parce que nos collègues de Côte d'Ivoire nous ont dit c'est intéressant, ça nous intéresse. La prise en charge du VIH. Donc, voilà, avec des choses qui restent à développer parce que ça demande énormément de temps, de mise à jour. Et voilà, c'est presque une preuve de concept. On peut le faire, que ça nécessite beaucoup d'investissement et que ces systèmes experts, ils ont un sens et ils peuvent être adaptés à différents contextes, y compris quand les ressources sont limitées. Voilà un exemple. L'autre exemple, parce que c'est important que vous entendiez ça, comme je parle des outils de la décision, c'est l'apprentissage automatique. Juste pour vous dire que l'apprentissage automatique, bah, en fait, on s'appuie sur des grosses bases de données pour faire des règles automatiquement de prescription. Donc cette fois-ci, on ne va pas chercher à partir des recours les règles, on ne va pas chercher à partir des recommandations, on va chercher à partir des données. Et je vais être relativement rapide là-dessus parce qu'en fait, on a fait un certain nombre de revues là-dessus, mais ce qu'on a vu avec cet apprentissage automatique qui s'appuie sur des grosses bases de données, déjà, les bases de données, elles sont très incomplètes. En fait, le paradigme, c'était un peu, on fait des choses extrêmement complexes en prenant en compte plein de choses des patients, on va donner un conseil vraiment personnalisé. Et paradoxalement, bah, en fait, avec ces outils, on prend en compte très peu de choses. Pourquoi? Parce que les bases de données contiennent très peu de choses. Et c'est encore plus vrai dans les pays à ressources limitées. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de ces outils qui s'appuient sur les bases de données, parce qu'en fait, ils viennent contraindre un peu la réponse thérapeutique aux données qui sont accessibles. Et je trouve que parfois, ils poussent même à privilégier certains types de données qui sont moins pertinentes pour nous cliniciens. Donc, ces outils d'apprentissage automatique, déjà, ils ne sont pas accessibles où il n'y a pas de base de données. Donc, quand même, une grande partie du monde, il n'y a pas de large base de données, donc ils ne sont pas accessibles. Et même là où il y a des larges bases de données, ils prennent en compte très peu de choses. Donc, pour ça, vous dire que ce n'est pas forcément la solution miracle pour le conseil antibiotique. Et puis, en plus, toute la littérature, quand on regarde, c'est des choses qui ont été créées sur le plan théorique, mais qui ne servent pas au jour le jour. Moi, je ne connais pas de personnes dans ma pratique ou des gens que je fréquente qui utilisent régulièrement des outils d'apprentissage automatique pour prescrire mieux. Peut-être ça va venir, mais ça ne semble pas encore le cas. Alors, il y a d'autres choses, et c'est là l'intelligence artificielle générative, et je vous montre des exemples de ce qui peut être fait en outils structurants sur le plan électronique. Il y a Antibiogo de MSF, peut-être vous connaissez, peut-être pas. Et MSF là, a fait un travail formidable pour montrer en fait que on peut prendre des photos d'antibiogrammes et que cette photo, avec leur outil qui s'appelle Antibiogo, on peut lire automatiquement les disques de susceptibilité. Donc en fait, c'est d'avoir une espèce, ce qui correspond à un CIRSCAN pour les microbiologistes, ou un lecteur de disques sur les antibiogrammes dans le portable à très faible coût parce qu'il faut un téléphone portable et ils ont une petite boîte noire qui sert pour prendre la photo des antibiogrammes. Ça, c'est assez très astucieux et c'est assez génial. Donc, MSF accompagne actuellement tout un ensemble de structures pour mettre ça en place à la place des grosses machines de lecture. Et pourquoi c'est pertinent? Parce que, vous le savez, il y a eu beaucoup d'interventions où on a visé à mettre des outils type CIRSCAN ou des machines de lecture automatisée d'antibiogrammes et qu'en fait, quand on n'a plus le financement de recherche qui s'arrête, ben en fait, on les utilise plus parce qu'on n'a plus de quoi acheter les réactifs, parce qu'on n'a pas de quoi les mettre à jour, on n'a pas les techniciens, etc. Voilà, avec un smartphone et une application, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, c'est un très bon exemple de qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan informatique dans des endroits où les ressources sont limitées. Et puis, le dernier exemple, il va aller vite, et là, le diapo, il concerne cette fois-ci, et c'est là que je vais lier avec la pratique clinique, c'est que je sais qu'un certain nombre d'entre, peut-être pas nous infectiologues, mais de collègues ou de connaissances, utilisent de l'intelligence artificielle générative pour prendre des conseils médicaux. Alors, moi, pourquoi pas, mais en tout cas, cette intelligence artificielle générative, je pense qu'on peut l'utiliser quand on est expert, mais pas quand on l'est pas. On peut s'aider un peu quand on est expert, mais pas quand on l'est pas. Un exemple très simple, c'est que là, je vous ai mis, je vais présenter le dernier webinaire, mais pas sous cette façon. C'est un patient qui a une chirurgie orthopédique lourde, suite à un public, avec une sonde vésicale depuis.
de la fièvre, des urines troubles et malodorantes. Pas de signe clinique de gravité, il n'est pas en septique, il n'est pas en choc septique. Et puis, vous recevez un examen cytobactériologie des urines que vous avez demandé ou pas, ou qu'un collègue a demandé, ou qu'une infirmière a fait. Bon, voilà. Et donc, vous recevez ce résultat avec un Escherichia coli, bon, vous voyez, qui est résistant non seulement à l'augmentin, au C3G, aussi au carbapenem. Voilà, donc, un Escherichia coli, peut-être avec une carbapenémase, en tout cas un profil de résistance carbapenem et céphalosporine de troisième génération. Bon. Alors, que faire? C'est compliqué. Ouais. Et il a cette chirurgie, il a sa sonde vésicale, il a des urines troubles et de la fièvre. Bon, bah là on demande à, par exemple, je demande à ChatGPT, puisqu'on parle d'intelligence artificielle générative, et je sais que des gens le font, et c'est pour ça que j'en parle, et je ne dis pas ici. Hein, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, bah, mesure clé, changer ou retirer la sonde vésicale avant le début de l'antibiothérapie. Amikacin IV, je vais demander aujourd'hui. Donc, vous voyez, les derniers outils, c'est ChatGPT 5.2. Amikacin IV monothérapie, situation non grave, schéma d'amicacine, 5 à 7 jours, évaluation clinique. Bon, quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, je dirais, en antibiothérapie, se dit, bon, bah voilà, on va faire ça sans se poser de questions, puisque c'est ce que dit l'intelligence artificielle générative. Et même si on va sur Open Evidence ou d'autres outils que vous connaissez peut-être, c'est pas forcément mieux, hein, ça je vous le dis. Et en fait, moi, nous, on a, ça c'est notre pratique d'infectiologue qui donne des avis. On va dire, bah, on va commencer par poser un diagnostic et on va demander au clinicien quel est votre diagnostic. Et déjà, on sait que des urines troubles, c'est pas des signes d'infection urinaire. Ça peut très bien être une colonisation urinaire. Et cette colonisation, elle est assez fréquente et voire systématique quand on a une sonde vésicale depuis quelques semaines. Et que l'examen cytobactériologique des urines, c'est pas un élément diagnostique, mais ça permet avant tout de choisir quel antibiotique utiliser. Quand on a un diagnostic d'infection urinaire. Et en fait, ce patient, et c'est un exemple, et tout le monde en a des comme ça, c'est un vrai exemple, ce patient, avec exactement ce que je vous ai décrit, ses urines troubles et de la fièvre, en fait, il avait ça. Alors, voilà, donc c'est pas la photo exactement de ce patient, mais on aura tous vu comme ça. Il avait une vénite, voire une voie veineuse périphérique qui s'est infectée, quasi abcédée, et ça expliquait sa fièvre. Et puis par ailleurs, les urines, vous voyez, les urines, il les avait par ailleurs, enfin troubles, parce qu'il était colonisé. Et en fait, c'est un outil d'intelligence artificielle générative, elle ne va pas vous aider. Ce qu'il va falloir, c'est un examen clinique. Et c'est pour ça que le diagnostic là, c'était une dermohypodermite bactérienne, non nécrosante, liée à une infection de voie veineuse périphérique. Que l'antibiotique qu'on a choisi, il couvrait bah, les staphylocoques, hein, là, pour ce qui était le plus probable, ou en tout cas les coccygrammes positifs cutanés, Staphylococcus aureus, Staphylococcus éventuellement d'autres, ou voilà, surtout ça. Et puis on a fait des hémocultures afin de savoir s'il était bactériémique de cette infection de voie veineuse périphérique. Et on a enlevé la voie veineuse périphérique. Donc vous voyez, pour le même patient, bah, l'intelligence artificielle générative, elle nous a conseillé un truc bah, qui n'était pas en lien avec le patient, parce qu'elle n'a pas posé la question d'aller faire l'examen clinique. Il a dit, bah, voilà, hypnotisé par le CBU, il a dit, voilà, le CBU, amikacine S, bah, vous enlevez la sonde urinaire, vous mettez de l'amicacine. Ce qui est une erreur que bah, l'intelligence artificielle générative fait et que certains prescripteurs font euh, parce que bah, voilà, il y a parfois une méconnaissance de ces aspects de diagnostic clinique qui est important. Et c'est pour ça que je vais finir là, hein, il me reste plus que 5 minutes, mais je vais vous dire, moi, mon avis, là, je vais parler un peu de bon usage diagnostic sur le plan stratégique, mais si on parle sur le plan des patients, la priorité absolue, si on veut bien utiliser l'antibiotique, c'est faire un diagnostic. Et on peut, comme vous le savez, se tromper sur le diagnostic, mais il faut le faire. Le mentionner, le nommer, le préciser, dire mon diagnostic, c'est ça. Et là, choisir l'antibiothérapie en fonction. Toujours suivre ce chemin. Quitte à ce que finalement, bah, vous dites, mon diagnostic, c'est une suspicion de sepsis d'origine urinaire ou d'origine cutanée. Et puis après, en fait, l'histoire clinique du patient va vous dire que c'était pas ça. Mais c'est pas grave, vous avez fait un choix, vous savez pourquoi vous avez fait ce choix antibiotique et vous allez changer quand les éléments changent. Mais si vous n'avez pas fait de choix, vous n'avez pas fait de diagnostic et vous avez mis un antibiotique, bah là, en fait, vous ne saurez jamais s'il faut changer quoi, quel spectre. Donc, suivez toujours en fait, ce chemin qui est d'abord dans les cas de choc septique ou de gravité extrême. Et même là, je dirais, bah, faites un diagnostic hypothétique. Dites, je traite un choc septique, donc je pense que c'est peut-être ça, parce que j'ai pas d'autres éléments. Et puis après, il sera toujours temps de corriger. Mais il vaut mieux corriger une antibiothérapie sur un diagnostic qui est faux que quand vous n'avez pas de diagnostic. Et ça, c'est important. Et donc, c'était le topo un peu que j'ai fait la semaine dernière au webinaire, c'est de dire, bah, la qualité des soins de rayonnement médical, c'est essentiel au bon usage antibiotique. Et je ne vais pas redétailler tout le topo, mais je vais vous dire, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi bien le fait de bien connaître ces cadres diagnostiques, de savoir trouver la porte d'entrée d'une bactérie, les bactériémiques, de savoir sur quel site il y a quelle bactérie et quelles bactéries doivent être traitées par quel antibiotique et comment utiliser les gamins complémentaires, c'est des points qui sont essentiels pour le bon usage antibiotique. Donc parfois, il faut revenir
voilà, a des connaissances structurantes pour bien utiliser l'antibiotique, y compris à l'échelle stratégique et collective. Et je vous donne juste deux outils que je trouve formidables de la SPILF. Le premier, c'est Info Antibio, parce que c'est un topo qui détaille les durées d'antibiothérapie infection. Et j'y vois deux intérêts, les durées, mais aussi d'avoir une définition sur une page de l'ensemble des grands cadres diagnostiques qu'on utilise en infectiologie. Et ça, moi, je le conseille à tout infectiologue d'apprendre presque par cœur cette fiche, parce qu'elle va vous donner non seulement les durées d'antibiothérapie, mais vous divisez les grands cadres diagnostiques qu'on utilise. Et je vous ai mis d'ailleurs cette fiche-là en QR code. Si vous voulez l'utiliser, vous aurez les diaporamas et l'enregistrement. Je vous ai mis le lien. Et donc, n'hésitez pas à la consulter, à la partager, à la travailler, parce qu'elle va vous donner deux choses indispensables, les grands cadres et les durées. Après, les durées, là, je précise, et on l'a précisé la semaine dernière, ça, c'est des durées adaptées aux recommandations françaises, dans le contexte français. Donc, il ne faut pas être voilà, rigide en dire, dans mon contexte, je vais suivre absolument ces durées. Ça doit être adapté. Et donc, voilà. Mais en tout cas, les cadres diagnostiques, a priori, peuvent ressembler d'un pays à un autre. Donc, adapté à votre contexte, mais à garder en tête pour les cadres. Et puis après, voilà, nous, on a fait tout un ensemble d'affiches qui sont aussi sur le site d'infectiologie.com. Voilà, finalement, l'examen clinique. Ah, vous voyez, c'est la clinique, c'est très chic. Alors, c'est affiche adaptée aussi à votre contexte, parce que là, vous voyez bien que c'est pas des photos venant du Bénin ou d'ailleurs, je pense, générées par des outils. Mais voilà, pour dire que ce qui est important, avant tout, c'est un examen clinique. Et vous voyez, le sous-titre, là, il est important. C'est l'examen clinique doit toujours primer sur la prescription d'examen complémentaire. Donc, doit toujours orienter et guider la prescription d'examen complémentaire. Et une fois qu'on a fait l'examen clinique et prescription d'examen complémentaire, là, on peut réfléchir effectivement à qu'est-ce que l'antibiothérapie. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est un point très sage que l'examen clinique. Est-ce que c'est à mon niveau? Je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien également, hein. Je pense que Non, je pense c'est que de c'est un notre côté. problème de connexion. D'accord, c'est la connexion à ton niveau alors. Ouais, C'est un problème général, c'est à son niveau. ouais. C'est général alors. Même ici chez moi, je n'entends pas. Oui, c'est général aussi. Donc, chers collègues, en attendant la question, je crois que maintenant, scotcher tout le monde, personne n'a eu le temps d'écrire dans le chat. Donc, vous pouvez commencer par mettre vos questions dans le chat en attendant qu'ils nous reviennent pour y répondre. Merci. Il était pratiquement à la fin de cette présentation. Je crois qu'il doit y avoir un appel parfois qui peut déconnecter. On va patienter un peu et le retrouver. Alors, désolé, un souci de connexion, j'avais perdu la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait maintenant. Oui, on vous entend. Comme quoi, vous voyez, partout, il y a des soucis de connexion, hein. Voilà, donc je reviens. Alors, où est-ce que vous m'aviez perdu? Ici, peut-être? J'étais en train de détailler ça. Ou La avant? diapo avant, je crois. Voilà, Oui, bon, ça, voilà, c'est les affiches. Voilà. Voilà. OK. Donc, je vous partage certaines affiches qu'on a faites là avec le docteur Hobson en France. Et donc là, j'arrivais à ce message, hein, j'ai presque fini, désolé, hein, je suis un peu bavard, mais que l'examen clinique doit primer et devancer les prescriptions d'examen complémentaire. Et je disais qu'en fait, ça vous arrivera quand on vous demande des avis antibiotiques, ça vous arrivera à tous et toutes que on vous dise, regarde cet antibiogramme, quel antibiotique je mets. Surtout, ne vous faites jamais piéger par ça. Jamais. Si on vous montre un antibiogramme et on vous dit quel antibiotique je mets et que vous regardez l'antibiogramme et que vous mettez l'antibiotique S, vous êtes sûr de vous tromper. Il faut d'abord dire, non, ça, c'est pas la question. La question, c'est quel est ton diagnostic d'abord? C'est quoi que tu veux traiter ou que vous voulez traiter? D'abord. Et ça,
il faut voir. Si la personne, elle ne sait pas, bah déjà, il faut reprendre à zéro. Il faut dire, bah, non, d'abord, on va retourner voir le patient, soit vous, soit lui, soit elle, et puis on va faire un diagnostic clinique. Ensuite, selon le diagnostic, on va regarder ou pas cet examen biologique, microbiologique que vous montrez. Ça, c'est important parce que tous les jours, moi, je reçois tous les jours des gens qui m'envoient un ECBU, qui m'envoient un prélèvement cutané, qui m'envoient et qui me disent quel est l'antibiotique. Bah, en fait, à chaque fois, je dis, bah non, cet examen, il est pertinent ou pas, selon ce que le patient a. S'il est un choc septique d'origine cutanée pour une fascite nécrosante, le CBU, peu importe. D'accord. S'il a une prostatite bactériémiante, les couillons cutanés d'une plaie, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je prends des exemples caricaturaux, mais c'est l'idée. Et de façon générale, bah, méfiez-vous globalement des examens complémentaires. Là, je vais passer, mais voilà, tout ça pour dire, c'est une arme à double tranchant, les examens complémentaires. Il ne faut pas se laisser hypnotiser. C'est pas parce que vous voyez un antibiogramme et qu'il y a du S que c'est le bon antibiotique. Parce qu'en fait, le bon antibiotique il dépend du diagnostic, du site infecté, du patient, des comorbidités, etc. Et c'est pareil pour la CRP. C'est pareil pour la PCT, c'est pareil pour les PCR virales ou quoi. Tout dépend des symptômes, de ce que le patient a et de sa gravité. Donc, nous, on a cette affiche, elle lève le pied sur la CRP, on dit, bah, en fait, cette CRP-là, elle ne veut pas dire que c'est une bactérie ou un virus, elle veut dire qu'il y a une inflammation. Il n'y a pas, par exemple, un exemple caricatural, c'est le Covid. J'ai jamais vu des CRP aussi élevés que pour les Covid sévères, alors qu'il n'y avait pas de bactéries. Pourquoi? Parce que c'est un virus et il y avait énormément d'inflammation au début de la maladie Covid. Et c'est pareil, il y a des CRP très élevés dans des cancers, il y a des CRP très élevés dans des maladies auto-immunes. Donc c'est juste de l'inflammation. Cette inflammation, ça peut être virale, ça peut être bactérien, ça peut être tumoral, etc. Pareil, le CBU, il est intéressant quand il y a un diagnostic d'infection urinaire clinique. Un ECBU chez quelqu'un qui a une sonde colonisée, on s'en fiche. On parlait un peu. Voilà, donc pas de CBU uniquement parce qu'il y a des urines malodores ou troubles. Et si vous faites un ECBU, bah faites-le parce que parce que vous avez fait un diagnostic d'infection urinaire. Et moi, je dis aux gens même, le CBU, c'est pas un outil diagnostique, c'est un outil de ciblage thérapeutique. Donc d'abord, vous faites le diagnostic, cystite, pyélonéphrite, prostatite, et ça c'est clinique. Et ensuite, en fonction de votre diagnostic, vous demandez le CBU. Voilà. Donc quelques messages simples. Et il y en a un dernier, là j'insiste avec quelques grands messages, c'est les écouvillons cutanés. Pas d'écouvillons cutanés. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'écouvillon cutané, vous allez le faire sur une plaie chronique ou un époulement ou quoi, et en fait, il va être sans lien du tout avec ce qui est responsable de l'infection au fond. Retenez que l'écouvillon cutané, il documente la flore bactérienne superficielle, mais que le seul moyen de savoir qu'est-ce qui est responsable de l'infection au fond, c'est une biopsie ou c'est un prélèvement profond. Et après, si vous ne pouvez pas faire de biopsie de prélèvement profond, bah ensuite, on en discute comment faire quand on ne peut pas faire. Mais ne vous appuyez pas sur un écouvillon cutané. Et pour vous donner un exemple, dans notre laboratoire à Bichat, un écouvillon cutané, les bactériologistes, ils le prennent et ils le jettent. Voilà. Parce que ça n'a aucune valeur. Alors, il faut moduler. Si vous faites un écouvillon cutané à la demande d'une infection précise, vous faites un écouvillon recherche de streptoa, un écouvillon recherche de diphtérie. Là, ça a du sens. Mais un écouvillon pour une culture bactériologique standard, large, aucun intérêt. Voilà, donc mes messages clés, et là je finis, c'est qu'une infection, c'est un diagnostic clinique avant tout, pas microbiologique. Donc c'est la clinique, la clinique, la clinique. Que le bon usage antibiotique, ça demande des connaissances cliniques précises et mises à jour. Et notamment, il faut bien connaître ces cadres diagnostiques. Ça demande une maîtrise des bactéries, de leur site d'infection et de prédilection et de la sensibilité aux antibiotiques de ces bactéries. Ça nécessite un socle de connaissances important et qu'avant de prescrire un examen complémentaire, il faut réfléchir à l'impact du résultat. Et dernier point, je voulais dire, si on présente un résultat microbiologique, toujours revenir au début. Quel est le diagnostic clinique? Voilà. Donc ça, j'espère que voilà, je vous ai convaincu. Et il y a les messages clés aussi concernant l'organisation du BUA, mais je vais essayer de montrer un peu dans ce topo très généraliste les deux aspects. Il y a un aspect collectif stratégique, il y a un aspect individuel, et dans chacun des deux, de montrer un peu quelques éléments de réflexion, mais ça nécessiterait beaucoup de temps pour aller plus loin, et on pourra en parler pendant des jours. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis, s'il y a des questions, là, 17h30, voilà, il reste quelques questions, comme j'ai commencé un peu en retard, j'imagine. Et donc, je suis tout à fait disponible pour y répondre. Merci Nathan pour cette excellente présentation. Je crois que tout le monde a été scotché du début jusqu'à la fin, très brillant comme d'habitude. Donc voilà, dans le chat, pas de questions, puisque c'est suffisamment clair. Pas de questions, c'est illustré avec des cas cliniques. Voilà, on a parcouru tout et tout sur le bon usage des antibiotiques. Et il faut qu'on retienne que c'est d'abord une question de diagnostic clinique
et que les examens complémentaires portent bien leur nom. C'est des examens complémentaires, donc qui viennent compléter le diagnostic, les éléments retenus au niveau de l'examen clinique du patient. Et donc, il faut toujours partir d'un diagnostic clinique et faire des examens complémentaires pour pouvoir savoir quel traitement utiliser. Ici, il s'agit d'antibiotiques et donc des examens microbiologiques, alors qui vont nous aider à savoir, à partir de notre diagnostic, quel antibiotique il faut utiliser pour être efficace. Il a beaucoup insisté sur cet aspect qui est très important, donc le bon diagnostic, la bonne molécule, la bonne dose et la bonne durée, la durée qui est de plus en plus courte d'ailleurs. Il a insisté sur le fait de contextualiser tout projet de bon usage d'antibiotiques doit être contextualisé. Il faut tenir compte du contexte. Il faut mettre en place une équipe multidisciplinaire et adopter une approche multimodale. Il n'y a pas de bâton magique. Il faut réunir tous les acteurs et agir sur tous les éléments pour pouvoir avoir un résultat à escompter. L'approche doit être intégrée et il faut aussi que les programmes de PCI, les programmes de maladies non transmissibles, de maladies transmissibles, tout ça s'intéresse quand même à cette préoccupation de la résistance aux antimicrobiens puisque c'est très important et tout ça doit se faire dans une approche One Health, la santé humaine, la santé animale et tenir compte de l'environnement aussi. Voilà ce qu'il nous a dit. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait, vous avez mieux résumé que je n'aurais pu le faire. Ça, merci beaucoup, professeur Atin Sounen. J'ai peut-être juste un commentaire parce que c'est pas vraiment une question, mais on me parle de CBU préopératoire. Effectivement, il y a quelques situations où le CBU est demandé et sert à traiter alors qu'il n'y a pas d'infection. Moi, j'en connais deux. C'est avant une chirurgie urologique parce qu'on veut stériliser les urines avant d'aller, vous voyez, faire de la chirurgie parce qu'on va ouvrir, on va triturer tout ça. Donc ça, c'est vrai. Le CBU préopératoire en chirurgie uniquement urologique, oui, et chez les femmes enceintes. Voilà, c'est les deux recommandations que je connais. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas jamais de CBU en dehors d'un contexte d'infection, ça existe, femmes enceintes et préopératoire de chirurgie urologique, mais ça va être restreint à ces situations. Parce que ce n'est pas vraiment une question, c'était une remarque, mais je précise quand même pour ne pas donner de mauvaises idées, dire que c'est jamais important de faire un ECBU. Alors, beaucoup de commentaires dans le chat, je crois. Oui, pas de. Bonjour, concernant la suppression des écouvillons cutanés en fonction des établissements, les microbiologistes peuvent être confrontés à une forte résistance des cliniciens. Avez-vous des documents ou recommandations officielles pour nous que nous pourrions utiliser pour les convaincre? Voilà, ouais, bataille cliniciens biologistes. Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faut commencer par ça. C'est-à-dire que d'abord, il faut convaincre ces intervenants. Et ça revient à ce que je disais au début, c'est que vous n'allez pas arriver en disant dans un hôpital où les cliniciens ont l'habitude de demander des écouvillons cutanés, vous n'allez pas arriver en disant c'est nul votre examen, ça sert à rien. Parce que ça va pas marcher. Donc il va falloir être malin. Comme je disais, il va falloir être diplomate, il va falloir faire savoir tourner la chose. Et donc, il faut commencer par peut-être leur procurer des recommandations et des articles. Et donc ça, je vais les faire passer là, par voiture qui montrent bien que entre la flore, par exemple, bon, là où les gens le font, par exemple en post-chirurgie orthopédique, il y a un pertuis, ou alors pour un pied diabétique, hein, d'une lésion de pied diabétique ou d'une plaie chronique qui coule, post-chirurgie, ce qu'on trouve sur les couvillons et ce qu'on trouve dans la biopsie qui est vraiment responsable de l'infection, bah, c'est décorrélé. Et on peut trouver un Escherichia coli, un staphylocoque doré sur les couvillons, et puis une Klebsielle et un entérocoque sur la biopsie, ou inversement. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça ne sert pas les couillons, parce qu'on envie de traiter la flore cutanée autour de la plaie. Donc ça, il y a beaucoup de littérature, et donc il y a des recommandations là-dessus. Et donc je vais vous la faire passer via le professeur Tadevin et le professeur Atin Sounen, pour que vous puissiez convaincre vos collègues, parce qu'il faut commencer par là. Il faut d'abord les convaincre du bien fondé de ce que vous dites, et pas leur dire « croyez-moi sur parole ». Et donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par des recommandations des documents, et puis ça va se faire progressivement. La CRP, la PCT prescrit sur le même bilan, on ne s'en sort pas. Bon, c'est-à-dire. L'application des algorithmes doit se reposer sur la connaissance de l'épidémie locale. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a. Alors, on doit fermer le micro, je crois. Pardon. J'ai coupé un son, je pense.
Couper le son. Alors voilà, c'est bon. Oui, donc je suis d'accord. Bon, CRP et PCT, sur faut faire l'un des deux, voire aucun des deux. Et l'application des algorithmes sur la connaissance de l'épidémiologie locale, tout à fait. En fait, ça, c'est vrai si on a des données d'épidémiologie locale. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, on n'en a pas de qualité. Donc, on fait des algorithmes larges. C'est ce que fait l'OMS. L'OMS a un outil qui s'appelle First Line. Si vous allez voir, là, je peux peut-être vous partager, mais il y a First Line et qu'un outil qui vise à donner des recommandations un peu, c'est une façon de travailler. Et puis, si vous avez des données épidémiologiques locales fiables, bah oui, adaptez vos recommandations à ça. Mais je vous dire honnêtement, même nous, dans beaucoup de contextes, en tout cas que j'ai connus, il n'y a pas de données assez fiables pour l'adapter localement. Mais à l'échelle nationale, peut-être un peu plus. Donc voilà, il faut voir ce que vous avez sur place. Alors, peut-être une dernière question. Que faire lorsque les résultats biologiques sont non concluants et pourtant les signes cliniques sont alarmants? Par exemple, un ECBI négatif alors qu'on a des brûlures missionnelles. Très intéressant. Écoutez, ça, la question n'est pas facile. La première chose, c'est que comme tout examen complémentaire, vous le savez, parfois c'est négatif alors que ça devrait être positif, parfois c'est positif alors que ça devrait être négatif. Parce que tout examen est pas, il y a la question de sensibilité et spécificité, il y a est-ce que le prélèvement il a été bien prélevé dans les bonnes conditions, est-ce qu'on est sûr de tout le process microbiologique qui fait qu'on a un résultat fiable ou pas. Donc quand je dis la clinique prime, c'est important parce que si vous êtes persuadé qu'il y a une infection urinaire et si le CBU est négatif, c'est embêtant. Mais je vais vous donner un exemple récent et c'est un vrai exemple. On a eu un patient récemment hospitalisé qui avait vraiment une orchide clinique, des signes, des douleurs testiculaires qui étaient inflammatoires, etc. Une CRP élevée. On fait un ECBU, il est négatif. Bon, moi je dis, c'est bizarre quand même, il a vraiment une clinique d'infection urinaire. On fait un deuxième ECBU, il est négatif. On va le revoir et on se dit, bon, c'est bizarre, il y a une discordance. Et finalement, ce patient, on l'a examiné, etc. Et puis à un moment, j'ai dit, c'est pas une infection. Je pense que c'est une vascularite auto-immune. Parce que moi, j'ai une formation initiale d'interniste. Et avec une formation sur les vascularites, j'ai dit, je pense que c'est ça, cliniquement, parce que ça colle pas avec une infection. Et en plus, les CBI sont négatifs. Et il se trouve que ce patient est en médecine interne. Il a un diagnostic génétiquement confirmé, enfin non, biopsiquement confirmé. Il a une biopsie de vascularite, à savoir une périartérite noueuse. Et il avait authentiquement des signes cliniques d'infection urinaire et un diagnostic qui n'était pas infectieux. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis la clinique prime. Et c'est vrai. Après, si vous, c'est clairement une infection urinaire parce que le contexte, l'histoire, tout va dans le sens d'une infection urinaire, vous laissez pas hypnotiser par un ECBU négatif. Ça peut arriver. Et puis surtout quand les examens microbiologiques sont difficiles d'accès, coûteux, que vous pouvez pas en avoir beaucoup, que parfois ils ont traîné sur la paillasse ou quoi. C'est ça. Alors, toujours la question PCT serait plus sensible que la CRP dans les cas d'infection bactérienne, qu'en pensez-vous? C'est une bonne question. Moi, mon avis là-dessus, c'est que je suis pas certain de ça et je le ressens pas dans ma pratique clinique. Après, il y a de la littérature qui montre que dans certains contextes très contrôlés, par exemple en réanimation, où on fait des prélèvements tous les jours ou quoi, la PCT est peut-être plus intéressante que la CRP. En tout cas, moi, je ne veux pas me prononcer. Peut-être elle est plus sensible, peut-être elle discrimine mieux bactérien viral, mais que ça soit la CRP ou la PCT, elle peut être élevée pour tout un tas de raisons qui ne sont pas des infections bactériennes. Moi, j'ai vu des PCT élevés pour des infections virales, j'ai vu des PCT élevés pour des cancers, j'ai vu des PCT élevés pour des maladies auto-immunes. Donc même si c'est un peu plus sensible, c'est pas du tout à 100%. Et ça, c'est important à savoir. Absolument. Alors, les gynécologues ont l'habitude de demander quoi? De demander systématiquement lors des consultations un PV, enfin prélèvement vaginal, ECBU et copoculture. Systématique, sans aucune orientation, peut-être clinique. Qu'en penses-tu? Ouais, ça dépend des recommandations. Nous, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, chez la femme enceinte, c'est recommandé de faire un ECBU à la recherche d'une colonisation, pas d'une infection, d'une colonisation. Donc, même si elle n'a pas de symptômes, pour traiter la colonisation, parce qu'on sait que chez la femme enceinte, la colonisation est associée à de la morbidité fétale. Et à plus de risques. Voilà. Donc, ça dépend des recommandations. Il faut juste vérifier que c'est conforme à vos recommandations. Si ça allait, les gynécologues, chez les femmes enceintes, connaissent mieux que nous qui sommes pas gynécologues. Donc, voilà, c'est à voir selon les recommandations. Absolument. Je crois qu'on a fait le tour des questions. C'est peut-être une encore qui revient sur les écouvillonnages de péritonite
qui reviennent parfois avec des cultures bactériennes. Puis, qu'en penses-tu? Alors ça, effectivement, bon, écoulinage de péritonite, je n'ai pas l'habitude. Il me semble que, voilà, si vous avez une péritonite, effectivement, il y a différentes manières de prélever. Là, c'est un peu différent. Si vous êtes infecté avec du liquide péritonéal purulent et que vous faites un écouvillon et que c'est une culture bactérienne pure, bah, on va en tenir compte. C'est pas un écouvillon cutané sur une plaie, vous allez voir de la colonisation puisque vous êtes dans du liquide péritonéal purulent. Et compte. Allô? Je vais peut-être déconnecter à nouveau. Ah pardon, voilà, c'est bon. Je crois que la connexion, voilà, c'est bon maintenant, je crois. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Ouais, donc, voilà. Je crois la connexion de Nathan flotte. Mais sinon, je crois qu'on est venu à la fin de ce webinaire très intéressant. ECBI de contrôle, ce n'est important que dans deux cas. Merci beaucoup. On ne peut pas faire des contrôles systématiques. Ouais, je flotte un peu, désolé. Sauf sur la femme enceinte et peut-être sur le sujet candidat à une intervention sur la voie urinaire. Donc voilà, chers collègues, nous sommes à la fin de cet après-midi scientifique. Je voudrais remercier vraiment Nathan et Simon pour cette brillante animation de cet après-midi sur deux sujets très intéressants, les infections émergentes et le bon usage des antibiotiques. Je voudrais savoir si le président de la SAPI est toujours là et je lui laisserai volontiers la parole pour dire un mot de clôture pour cette soirée. Professeur Manga, à vous. Oui, merci. Merci, professeur Atissono. Merci aux deux intervenants que je félicite pour la qualité de leur présentation. Et surtout, un grand merci aux organisateurs que vous êtes, modérateurs de cette belle séance. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour souhaiter mes meilleurs voeux à tous les participants à cette belle aventure et véritablement féliciter et remercier toutes les sociétés savantes et toutes les personnes qui nous aident à partager ces connaissances qui sont très, très pratiques. Aussi encourager tous les infectiologues, notamment africains et ceux de la Société africaine de pathologie infectieuse, à continuer de venir mettre à jour leurs connaissances. J'étais là lors de la dernière session qui était aussi la session précédente qui était très, très, très intéressante. Et véritablement, chapeau et je souhaite à tous un excellent après-midi. Merci beaucoup.